j'écris pour le cinéma, j'écris pour le théâtre, j'écris pour la radio, j'écris pour la scène. On peut définir autoritairement qu'il y a une crise. Il y a une crise sociale, il y a une crise économique. Bon, alors il y a des gens dont c'est le métier que de faire cela. Puis après, on peut s'intéresser, et moi c'est peut-être davantage mon intérêt, c'est au fond, est-ce qu'il y a une crise ou il y a des crises qui sont ressenties? Enfin, est-ce que des gens ont l'impression est-ce qu'il y a une crise dans les têtes? Enfin, est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on a mal? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des crises objectives? C'est probable, en tout cas pour je sais pas, pour les économistes. Puis après, il y a comment les crises sont vécues. C'est vrai que on voit la presse avec le fait qu'il y a une sorte de proximité un peu des choses. Aujourd'hui, si une personne se fait mordre la cuisse par un requin en Nouvelle-Zélande, ça fait la couverture d'un journal gratuit. Alors vous voyez des milliers de gens dans le train qui lisent avec le plus grand sérieux cette horrible nouvelle, à savoir qu'un jeune nageur néo-zélandais s'est fait dévorer une partie de la jambe par un requin. Et alors c'est une très mauvaise nouvelle, surtout pour cette personne et éventuellement pour sa famille, mais après on peut se demander pourquoi des centaines de milliers d'Occidentaux devraient découvrir ça en une, hein, comme on dit, en première page. Alors on voit quand même cette rhétorique catastrophiste, cette rhétorique de mauvaises nouvelles et comment de lointaines et intimes mauvaises nouvelles deviennent des mauvaises nouvelles proches et plus du tout intimes. Enfin, c'est partagé. Et puis, après, c'est vrai que la question du climat, les rapports du GIEC, par exemple, hein, ce groupe d'experts sur le climat, nous met quand même dans une situation un peu pré-apocalyptique, ou disons de rhétorique pré-apocalyptique. C'est-à-dire, si on ne réussit pas à limiter le réchauffement à 3 degrés, on va vraiment contre le mur. Et un an après, vous pouvez dire qu'on ne va pas arriver à réduire à 3 degrés, mais qu'il faudrait vraiment réduire à 5 degrés. Bon. Mais probablement qu'on ne va pas y arriver non plus. Donc on est dans nous sommes submergés, nous sommes inondés, nous sommes chaque jour de toutes ces mauvaises nouvelles, qui ne touchent pas seulement à une guerre en Crimée ou un soulèvement d'indigènes dans une île lointaine, comme ce qu'on pouvait lire, j'imagine, au XXe siècle, puisque nous sommes au XXIe. Mais je trouve ce qui est nouveau pour moi, et j'avais essayé d'en parler avec des enfants quand j'avais sorti cette pièce et créé cette pièce autour de la grippe aviaire, c'est comment on vit des nouvelles qui concernent, disons, l'existence même de l'humanité ou la survie de cette planète. Et je crois qu'on est, enfin, disons, que ce soit à haute ou à basse intensité, nous sommes accompagnés par cette rhétorique chaque jour. On dépasse la question de la Suisse, mais je crois qu'on vit vraiment dans cette espèce en tout cas en Occident, on vit en étant baigné plus ou moins dans cette rhétorique un peu pré-apocalyptique. Mais il y a une actualité romande, je crois, parce qu'aujourd'hui commence un grand exercice grandeur nature de simulation de catastrophe, oui. Qui est scénarisé par je ne sais qui, mais le scénario c'est il y a explosion d'une épidémie de grippe aviaire doublée d'une panne d'électricité.
C'est comme si la grippe aviaire ne suffisait pas. En plus, les plombs ont sauté. Et donc là, on est parti pour plusieurs heures d'un exercice qui va rassembler tous les intervenants, disons des hôpitaux à la police, en passant par la protection civile, pour gérer une situation de crise dans laquelle on n'aurait plus d'électricité et en plus nous serions affligés d'une grippe aviaire. Ce qui est marrant, c'est que la grippe aviaire, elle n'a plus fait son apparition, disons, même de façon un peu fantomatique depuis plusieurs années. Et puis à l'heure où on parle, où on flippe un peu pour Ebola, on fait un exercice sur la grippe aviaire. Mais il s'agit de voir comment on gérait une telle situation, l'idée étant de se préparer, il s'agit toujours de se préparer à quelque chose, et de synchroniser les différents services. C'est vrai qu'on a pu connaître cette Suisse, disons, d'après-guerre, qui imaginait que tout un réseau d'abris anti-atomiques allait permettre d'être sauvé des grands fléaux, disons, qu'on pouvait imaginer après la guerre, les grands fléaux atomiques. Moi, quand j'étais petit, on avait... Enfin, c'était l'époque où on disait qu'il fallait des réserves d'eau à la cave, il fallait du sel, il fallait 2 litres d'huile de tournesol à l'époque, parce que l'huile d'olive ne faisait pas encore partie des mœurs culinaires. Alors, enfin, il est probable que parmi du côté militaire, ces scénarios existent encore, mais j'ai l'impression qu'on est dans une autre Suisse. Je ne sais pas si toute la population d'aujourd'hui pourrait tenir dans les abris. Et puis, je ne sais pas si la coexistence de tous dans des abris pendant quelques jours ou pendant quelques semaines serait possible. Je pense que c'était des scénarios qui étaient liés à une Suisse homogène, qui se pensait comme une société plutôt rurale, petite, et qui aurait pu se satisfaire de passer du temps dans une sorte de survie sous terre. Mais je ne sais pas si ces scénarios-là seraient compatibles avec, disons, le pays tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire hétérogène, multiculturel, hédoniste, moins, disons, dans l'obéissance qu'autrefois. Enfin, est-ce qu'on ferait descendre des individualistes dans des abris pendant quelques jours avec la promiscuité que cela implique, les sacrifices que cela pourrait impliquer? Il me semble qu'il y a des séparations assez, disons, étanches entre ceux qui préparent et ceux qui sont dans une forme pas d'insouciance ou d'indifférence. À mon avis, d'insouciance et d'indifférence anxieuse, mais disons, si nous regardions par la fenêtre, là, fenêtre de laquelle nous voyons le lac Léman, on verrait plein de gens qui vaquent à leurs occupations, pendant que d'autres préparent des scénarios catastrophes. Mais j'imagine que c'est toujours un peu comme ça. Mais on est dans un pays qui a un haut degré disons, de technicité ou de rationalité, donc de préparation. Et comme ça, c'était toujours mon idée aussi dans mes pièces, c'est que du moment que nous n'avons pas de Dieu au-dessus de notre tête, il faut faire le boulot nous-mêmes. Donc essayer de parer, soit au plus pressé, soit au moins pressé, mais il s'agit de parer, c'est-à-dire de fermer notre ceinture de sécurité, de regarder que nos airbags sont prêts à s'ouvrir le moment venu et de faire ce qu'il faut pour prévoir des générateurs, des génératrices, si l'électricité vient à manquer et qu'en plus la grippe aviaire vient nous embêter, quoi. Comment dire, le Inch'Allah n'existe pas. Enfin, il me semble. Surtout en Suisse, il me semble qu'on est un pays quand même très, très, très laïque, très
disons qu'à un degré disons, de spiritualité extrêmement bas, on a un imaginaire, je trouve, assez réduit. Ça veut dire qu'il faut travailler, il faut avoir un peu peur, il ne faut pas être très confiant, il faut... Enfin, il me semble qu'on est un petit peu là-dedans. Disons, peu de ressources philosophiques, spirituelles, de l'argent, pas de providence. Donc, peut-être quelques hommes providentiels, comme Blocher, qui est une sorte de berger, peut-être pour une partie de la population. Enfin, ce qu'on voit, c'est qu'une partie de la population peut écouter le son du corps des Alpes du passé, c'est-à-dire fermons la porte, redevenons un peu blancs, maîtres chez nous, dans un pays riche, préservé et qui aurait, disons, réduit le nombre d'étrangers qu'il serait d'accord d'accueillir. À l'autre extrême, peut-être des gens qui seraient dans une forme d'ouverture, d'interconnexion. Mais moi, ce qui me semble dominer, c'est plutôt une forme enfin, à mon avis, il n'y a que du retour ou du repli sur soi, qu'on soit dans une sorte de repli sur soi archaïque, ou qu'on devienne soi-même comme seul horizon philosophique, politique. Si on regarde une ville suisse maintenant, mais c'est probablement pas que des villes, probablement pas que dans des villes de Suisse qu'on voit ça, mais ce qu'on a vu pousser, c'est par exemple les ongleries, on appelle le nail bar, des trucs les plus ridicules qui soient, mais pour moi c'est vraiment des preuves tangibles comment le soi-même, enfin, devient l'horizon ultime du développement de la politique, de la philosophie. C'est s'occuper de soi. Donc, quand on s'occupe beaucoup de soi, et à tel point que le soin des ongles devient un business important, on n'a plus beaucoup de temps de s'occuper d'autre chose. Enfin, disons. Pour moi, c'est pas une futilité, c'est plutôt quand je deviens l'horizon un peu principal. Quoi, oui, parce qu'avant, c'était pas comme ça. Je pense que il y a eu un vrai boom sur les soins, sur les soins du corps, sur les produits de beauté masculins, sur oui, puis parallèlement, pas mal des désengagements au niveau des syndicats, des partis, du personnel politique, des communes. On a beaucoup de mal à trouver des gens qui s'engagent aujourd'hui, mais dans ce genre de choses-là. Mais après, c'est probablement plus compliqué que ça, mais disons, tous ces trucs un peu paramédicaux ou périmédicaux, ça on les avait poussés un peu je trouve, ces dernières années. Alors il y a beaucoup de Heilpflege, c'est toutes les choses qui sont alternatives aux soins médicaux classiques. Oui, ça oui, alors bon, mais ça c'est peut-être lié au fait que alors les Suisses alémaniques ont tendance à moins recourir aux médecins que les jeunes semble-t-il, si on en croit les chiffres qui sont disponibles. Et il y a l'idée que je suis responsable de ma santé, tout de même, je suis responsable de mon corps, et probablement qu'on va aller voir un ostéopathe qu'on va payer directement, ou un naturopathe
qu'on va payer en direct avant d'aller chez un médecin qui coûte très très cher et qui fait exploser les coûts de l'assurance maladie. J'ai l'impression qu'il y a eu plein de mutations dans ce pays, enfin ce qui faisait le socle de ce pays, c'est-à-dire ses banques, son imaginaire un peu dans lequel la montagne, la campagne pouvaient tenir une place, disons, assez importante. Notre euphémisation totale de nos relations avec l'étranger, de comment on a pu soutenir l'apartheid, enfin, toutes ces choses-là, on a toujours complètement euphémisé. J'ai l'impression que cette époque, elle est derrière nous. On est un pays hétérogène, on est un pays multiculturel. Le secret bancaire a été, enfin, non seulement été disparu, mais a été un peu la honte, attaqué de partout. Et on est en train d'essayer de faire une remise à jour douloureuse de qui nous sommes, combien nous voulons être, parce que nous allons voter bientôt sur combien nous voulons être. Il n'y a pas beaucoup de pays qui... Voilà. Nous nous posons la question des limites. Nous nous la posons de façon très xénophobique d'ailleurs, la question des limites, parce qu'on n'arrive pas à se la poser autrement. Je crois qu'on a un haut degré de confort et personne n'a envie de renoncer à son Audi, par exemple. Ça m'a toujours frappé, l'Audi, c'est un peu la voiture officielle du Suisse, mais on préfère essayer de se poser la question des étrangers plutôt que de ses propres limites à soi. Donc voilà, moi ce que j'ai l'impression de voir, c'est une sorte de remise à jour douloureuse de qui nous sommes, quel imaginaire on pourrait se reconstruire, comment se situer, comment se décrire. Donc, voilà, reste deux, trois choses certaines, comme, je ne sais pas, l'horlogerie, le Swiss Made, mais même cela, enfin, on négocie que le Swiss Made puisse incorporer 30 ou 40% de choses qui ne seraient pas Swiss Made, mais qui seraient Foreign Made. Si on compare avec les voisins français ou les voisins italiens, il n'y a pas de crise économique majeure en Suisse. Et il n'y a pas je crois qu'il n'y a pas non plus de ressenti d'une crise qui amènerait tout le monde à être dans la plainte tout le temps. Enfin, je crois que les chiffres des ventes d'automobiles et d'appareils électroménagers sont plutôt bons. Enfin, il n'y a pas de baisse des ventes. On ne voit pas des gens qui semblent terrorisés par le déclassement comme on l'a en France, enfin, qui sont de sorte d'angoisse et de douleur par rapport au déclassement, la peur de perdre, la peur de chuter de quelques étages dans la pyramide sociale. Je ne crois pas du tout qu'on ait ça ici. Moi, ce que j'ai l'impression d'avoir vu sur ces dernières années, c'est, disons, une partie de la population qui ne reconnaît plus, ou qui croit ne plus reconnaître le monde dans lequel cette population a grandi, ou dans laquelle elle se raconte avoir grandi. Parce que c'est plus urbain, parce que c'est plus grand, parce qu'il y a plus de monde, parce que les couleurs des individus sont sur une palette plus large qu'autrefois, et cela fait peur. Donc ça s'exprime sous la forme d'une nostalgie ou d'une volonté de contrôle, une volonté de limite ou la question du trop. Enfin, j'entendais 2 personnes parler dans le train l'autre jour,
parlait de cette initiative Ecopop, qui consiste à vouloir, disons, limiter l'immigration et avoir une maîtrise de la démographie. Et il y en a un qui disait « trop, c'est trop », et l'autre a dit « je suis bien d'accord ». Donc il n'y avait même pas besoin de dire de quoi on parlait exactement, mais il y en a un qui dit « trop, c'est trop », et l'autre a dit « je suis bien d'accord ». L'idée qu'il faut mettre des limites, enfin la peur d'obésité, de débordement, voilà. Oui, mettre des limites. Alors évidemment que après c'est là que ça devient parfois un peu nauséabond. Disons, l'auto-limitation n'est pas un concept, il s'agit de limiter les autres. Ouais. Et je trouve qu'on est assez fort là-dedans. Enfin, si on regarde un peu les rhétoriques qu'on peut entendre en Suisse, c'est la seule qui donne de la voix. C'est celle des limites. Il faut mettre des limites. Cette idée de forteresse, voilà. Mais je pense il y a aussi quelque chose de douloureux et de vain, parce que, oui, une partie de la base des principes qui fabriquaient le pays d'autrefois a disparu. Enfin, la question de la banque, la question la réputation d'intégrité qu'on pouvait avoir ce pays, enfin, calviniste, honnête, pur, patrie de la Croix-Rouge, ça, c'est quelque chose qui est un peu passé. Et il nous faut vraiment faire beaucoup de raclette pour M. Poutine ou d'autres pour garder, pour tout le temps repeindre cette réputation de génie des Alpes, d'honnêteté, d'intégrité, me semble. Est-ce que ces sentiments de crise ou d'instabilité affectent tout le monde de façon égale? Non. Non, je pense pas. Parce que je pense que moi j'ai l'impression que l'individualisme, c'est un puissant antidote contre ces moments de crise, ou ces sentiments de déstabilisation, de mutation un peu douloureux. On peut s'en foutre, enfin, on peut parce que une forme d'hédonisme, de consommateur vous protège. Enfin, quelqu'un avait dit on est passé de la société de consommation à la société de consolation. Ou bien un but disons, de prophétie ou de prévision. Alors, à quel moment la prophétie devient prévision, hein? La prévision relève de la prophétie, mais disons, il y a des gens qui font leur travail pour mettre en garde un système qui est comme consubstantiellement lié à faire plus. Donc, on est obligé de croître. Et de vendre plus et de produire plus. Donc, il y a des experts qui font leur travail pour dire il y a des limites. Puis après, il y a la machine médiatique qui envoie ces noires prophéties et ces mauvaises nouvelles vers le public. Puis après, il y a comment les gens vivent cet afflux de nouvelles plutôt, apocalyptiques. Mais, enfin, j'imagine qu'on le relativise, ou on s'en fiche,
où on met ça, on range ça avec la communication publicitaire, ou, enfin, je ne sais pas en quoi ça influe sur le moral des troupes. Après, c'est peut-être un phénomène qui relève de l'Occident chrétien, parce que l'Apocalypse fait partie de... Voilà. C'est comment un Occident, oui, une sorte d'Occident sans Dieu annonce sa propre Apocalypse. Alors là, du coup, nous sommes très seuls et nous avons de quoi nous faire du souci, parce que il nous reste la grande musique de l'explosion finale, sans le grand chef pour choisir les élus, quoi. Voilà. Non, mais cela est probablement angoissant. Donc du coup, je comprends qu'on s'occupe de ses ongles plutôt que de regarder le vaste paysage terrible en face. Oui. Ben, moi, je suis d'abord un sociologue et j'ai pour une raison ou pour une autre, j'ai beaucoup adhéré à cette attitude un peu de distance, mais pas forcément hautaine et méprisante, mais j'ai du mal à enchaîner spontanément sur les vulgates du moment, par exemple sur je sais pas, les produits bio, comment le sel de l'Himalaya va vous faire beaucoup plus de bien qu'un autre sel, ou comment si j'arrêtais le gluten, je vais être beaucoup plus heureux que si je ne l'arrêtais pas. J'ai de la peine à croire. À adhérer. À adhérer. Oui, j'ai des problèmes d'adhésion. Oui, oui.